Voilà, donc je vais vous faire une vidéo sur la consommation parce qu'apparemment ça fait partie du livre de l'édition Vanine. Vanine qui fait énormément de livres d'école, je pense. Et donc j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelait, je pense, EcoSoc. Et il y avait aussi donc un chapitre sur la consommation responsable. Et donc les mêmes personnes m'ont demandé d'ajouter ce chapitre. Et bien donc, on parle de la consommation responsable et l'impact environnemental de la consommation. Donc d'abord, c'est quoi la consommation? C'est tout ce que nous, on utilise, ce qu'on mange, les vêtements qu'on porte, la voiture avec laquelle on roule. Donc en fait, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise. Et comment est-ce qu'on peut faire ça de façon responsable? C'est-à-dire à ne pas nuire ni à la nature, ni aux gens autour de nous, etc. Et donc, évidemment, ça a à voir avec l'environnement dont on parle beaucoup pour l'instant, parce qu'en fait, on est en train de consommer notre planète et elle ne va pas continuer à exister si on ne change pas notre consommation. Voilà, ça c'est un peu l'explication du titre. Et alors, dans ce chapitre, on parle de quoi? Donc, vous pouvez, si vous voulez juste vous installer dans un fauteuil ou dans votre lit et simplement écouter. Et après cette vidéo, vous aurez tout compris sur la consommation responsable selon Vanine. Et bien, donc dans ce chapitre, dans ce livre, on parle surtout de la production d'un jean. Et on dit que la production d'un jean, donc le vêtement, est la production est très polluante. Elle pollue énormément. D'accord. Et donc, en fait, pour vous faciliter la tâche, je pose chaque fois une question et on va essayer de trouver la réponse. Donc, si vous voulez le dossier, vous pouvez me le demander et vous lisez les questions et vous essayez d'y répondre. Comme ça, vous connaissez la matière. Donc, la première question. D'où vient la matière pour faire un jean? En fait, donc, les jeans sont faits de coton. Et le coton vient d'Inde, de Chine, ou des États-Unis. Donc ça, ce sont les trois provenances. Alors après, le coton, il a besoin d'une teinture, ce qu'on appelle le bleu indigo. Donc c'est le bleu d'un jeans et ça vient d'Allemagne. Après, ce tissu qui est donc maintenant teint en bleu doit être vieilli. Et ça, on le fait en Tunisie. On utilisait 50 produits chimiques. Après, on fait un délavage avec des pierres ponces. C'est une pierre spéciale qui vient de Turquie. La tirette, elle est fabriquée au Japon. Voilà. Alors, il y a des petits rivets en zinc. S'ils sont en zinc, ils viennent d'Australie. Et si ce sont des petits rivets en cuivre, ils viennent de Namibie, en Afrique. Donc, vous voyez toutes les matières dont on a besoin pour produire un jeans et ils viennent de tous les bouts du monde. Et vous allez déjà comprendre, mais on va l'expliquer plus tard, tous ces éléments qui doivent être envoyés au même endroit pour fabriquer ce jeans, évidemment, tout ce transport, ça va demander beaucoup d'énergie. D'accord. Alors, deuxième question. Où sont produits les jeans? Ils sont donc surtout produits, donc on va dire rassemblés, en Asie et en Amérique du Nord. Alors, qui porte ou consomme les jeans? C'est vrai, vous allez dire un peu partout dans le monde, mais c'est quand même surtout un vêtement qui est porté en Europe et en Amérique du Nord. Donc, après avoir, on va dire, rassemblé toutes ces matières, on va devoir transporter le jean en Europe et en Amérique du Nord. C'est surtout là qu'on les achète, qu'on les porte. Alors, qui fait l'assemblage des jeans? C'est surtout en Inde. Donc, vous avez compris que tous ces éléments dont j'ai parlé, tirette, coloration, délavage avec pierre ponce, etc., tout ça va devoir aller envoyer en Inde. Et une fois que c'est fabriqué, tout va devoir être transporté, envoyé en Europe et en Amérique du Nord. Ok, donc, combien de kilomètres un jean parcourt avant d'arriver dans les magasins? On a fait le calcul et il a fait plus ou moins, en morceaux bien évidemment parfois, mais il a fait plus ou moins 65 000 kilomètres. Et c'est donc une fois et demie le tour de la planète. Donc c'est énormément. D'accord?
Pourquoi la culture du coton est polluante? Parce que donc le coton, c'est le tissu d'un jean, il est fait de coton. Et pourquoi le coton est si polluant? Ben, c'est parce qu'en fait, pour produire les plantes du coton, on a besoin de beaucoup d'eau et de pesticides, donc de produits chimiques. On utilise beaucoup de produits chimiques pour faire pousser la plante plus vite, etc., etc. Alors, quel est le problème de la mer d'Aral? Eh bien, en fait, c'est un lac. Le mer d'Aral, c'est un lac et il rétrécit à cause des cultures de coton. Parce que juste à côté, il y a des cultures de coton et il rétrécit. Pourquoi? Parce qu'on prend beaucoup d'eau de ce lac et tous les pesticides qu'on met dans le lac, dans l'eau, en lavant, etc., tuent la faune et la flore du lac. Faune, ce sont les animaux. Flore, ce sont les plantes et les fleurs. Et donc, quand il n'y a plus de plantes dans un lac, l'eau évaporise beaucoup plus vite. Et donc, finalement, cette mer d'Aral, elle rétrécit. Où se trouve la mer d'Aral? Cette mer d'Aral se trouve en Asie, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. J'admets que moi-même, j'ai dû aller voir un petit peu où ça se trouve. Donc, c'est en Asie, mais vous pouvez chercher sur la carte si vous avez envie. Quelles sont les deux façons dont le jean pollue? D'abord le transport, mais aussi la production du coton. Donc le transport, on a vu, il fait des kilomètres et des kilomètres avant qu'il soit chez le client. Et la production de coton, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau et des pesticides. Ça, ce sont les deux façons, on va dire, principales de la pollution qui est liée au jean. Alors, pourquoi ne pas produire en Belgique? Parce qu'on pourrait produire les jeans en Belgique. Et alors, ils sont déjà très près des consommateurs, n'est-ce pas? On ne devrait plus les transporter si loin. Ça, c'est pour la raison que les salaires chez nous sont trop hauts. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de sécurité sociale, on a le chômage, etc., mutuelle. Donc, on a beaucoup de sécurité sociale. Donc, en Belgique, la personne qui fabrique les jeans, on va dire, gagne plus ou moins 1500 € par mois. En Tunisie, ça va être 150 € par mois. Donc, évidemment, on va faire fabriquer les jeans en Tunisie. Vous voyez? Alors, quelles seraient les solutions? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose à tout ça. Mais on pourrait, par exemple, acheter du seconde main, des jeans qui ont déjà été portés. Ou on peut aussi acheter des produits européens. Évidemment, comme on l'a dit, si c'est fabriqué en Europe, souvent le produit est plus cher, parce que chez nous, les salaires sont plus élevés à cause de la sécurité sociale, voilà, toute cette protection sociale de notre société, ça coûte cher. Et donc, mais on peut quand même, pour certaines choses, essayer d'acheter européen et peut-être un peu moins. Alors, quelles sont les 3 étapes de vie d'un produit? Les 3 étapes de vie, c'est un peu comme nous, comme notre vie, c'est la naissance, la vie et la mort. Alors, explique la naissance. La naissance d'un produit, aussi d'un jean, c'est on cultive d'abord les matières premières, donc comme le coton, le zinc, etc. On fabrique et on le transporte là où il va être vendu. Et cette naissance d'un jean se passe en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. D'accord? Alors, explique la vie d'un produit. Donc, après la naissance, on a la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est on utilise ou on consomme le produit. Donc, on le porte. Un jean, on le porte. Et évidemment, on doit l'entretenir. Ça fait partie de la vie. On doit le laver. D'accord? Le laver, le sécher. Et la vie du jean se passe surtout en Europe et en Amérique du Nord. C'est surtout là qu'on le porte. Et finalement, explique la mort d'un produit. La mort d'un produit, c'est je ne le veux plus parce qu'il est vieux, parce que je ne l'aime pas. Et donc, on peut ou bien l'éliminer, le jeter, ou bien le valoriser, c'est-à-dire, par exemple, on peut le vendre en deuxième main, on peut le donner à quelqu'un, etc. Alors, donc, je continue ici sur la deuxième page. Oui, il y a des décharges en Europe et en Amérique du Nord. On a des énormes décharges
où voilà, on met tout ce qu'on n'utilise plus, tout ce qu'on veut détruire. Mais évidemment, ça fait énormément de grandes décharges et de poubelles. Alors, que veut dire le bilan énergétique de la consommation de vêtements? Le bilan énergétique. Mais c'est assez facile, donc c'est toute l'énergie dont on a besoin pour, pendant la naissance, la vie et la mort d'un vêtement. Donc, c'est quoi? C'est d'abord la culture du coton, c'est le zinc, le cuivre, c'est l'utilisation d'eau pour produire, c'est l'entretien, donc le lavage de ton jean, c'est le transport, c'est l'énergie après pour le détruire, pour le brûler peut-être, je n'en sais rien, mais donc tout ça, tout ensemble, c'est donc l'énergie ou le bilan énergétique de la consommation de vêtements. En fait, il existe, et j'ai marqué simulateur sur Internet, il existe sur Internet des simulateurs où on peut mettre tout ça dedans, tous les éléments dedans, et voir quel est l'impact écologique. Donc, quelle est l'énergie que ce vêtement ou autre chose consomme. D'accord? Alors, sur quelle étape peux-tu avoir de l'impact? Imagine maintenant que tu dis, mais moi, quand même, je vais faire quelque chose pour la nature. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux avoir un impact sur l'entretien, mais aussi sur la vie, la longévité du produit. Et alors, comment je peux faire? J'ai transformé ça en question, comment diminuer ton impact écologique? Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je peux commencer par ranger ma chambre et séparer le linge sale et propre pour ne pas juste tout mettre au sale-linge et tout laver tout le temps. D'accord? Donc, je range ma chambre. Je peux espacer le lavage. On n'a pas besoin de laver son jean chaque jour. Je peux aussi, de temps en temps, au lieu de le laver s'il n'est pas vraiment sale, je peux l'aérer à l'air libre. Et donc, ça aussi, pour ne pas, même si je le lave, pour ne pas utiliser le séchoir, je peux ou bien l'aérer, ou bien je peux le sécher à l'air libre. Et je peux, évidemment, aussi acheter moins de vêtements. Je n'ai pas besoin de 15 jeans, n'est-ce pas? Ok. Alors, dans ce chapitre, maintenant, on arrive à la conclusion. Et qu'est-ce qu'on demande dans la conclusion? Qu'est-ce qu'on explique? Sur quel domaine la consommation a des effets? Donc, notre consommation a un effet sur l'économie. Oh mon Dieu, j'ai tapé quelques fautes. Sur l'économie, sur l'environnement et sur le social, la société. Donc, j'explique un tout petit peu. Sur l'économie, parce que bon, si j'achète plus de produits, je fais tourner l'économie, je donne du travail à certaines personnes. Sur l'environnement, parce qu'en achetant un nouveau produit, peut-être je pollue énormément, sauf si j'achète en seconde main. Sur le social et sur la société, par exemple, ce sont des droits sociaux, par exemple, ou la santé. Si ça, c'est pas clair, je peux vous donner l'exemple. Si j'achète un vêtement qui a été fabriqué en Chine, peut-être que cette personne n'a pas été très bien payée ou n'a pas eu des avantages sociaux. Mais par contre, si je l'ai acheté en Europe, là, très probablement, la personne qui l'a fabriqué a reçu un salaire correct. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples pour les 3 domaines sur lesquels la consommation a des effets. Donc l'économie, l'environnement et le social. Alors, prochaine question. La consommation idéale se base sur quelle valeur? Si maintenant on veut vraiment une consommation idéale, une consommation idéale, elle est équitable, ça veut dire la personne qui fabrique a un salaire correct. La consommation idéale est viable, donc la nature peut survivre. Je ne commence pas à vider des lacs, à couper des arbres, à polluer à mort, non. Aussi, ça doit être viable, donc viable pour nous par exemple, nous on doit pouvoir survivre en bonne santé, parce qu'en polluant, en tuant faune, flore, des lacs, des mers, etc., voilà, nous n'allons pas être en bonne santé. Et alors, donc, si ces 3 éléments, équitables, viables, vivables, sont respectés, on parle d'un produit durable. Durable, ça veut dire que il peut faire durer des choses. Je ne casse pas la nature, je ne détruis pas la nature, elle peut durer.
Je ne casse pas, je ne détruis pas un travailleur qui est épuisé, fatigué. Non, je lui donne un salaire correct avec des jours de congé comme tout le monde. Ça, on appelle durable. Vous avez peut-être déjà vu ça. On peut acheter du poisson durable. On peut, sur certains produits, vous pouvez le voir durable. Alors, comment nous pouvons savoir si un produit est durable? Parce que parfois, on veut bien le savoir. J'achète un jean, mais est-ce qu'il est durable ou pas? Je dois dire que, donc normalement, mais ça je vais expliquer plus tard, c'est un peu compliqué pour les vêtements. Mais il y a des labels de qualité durable. Donc parfois il y a des labels. Je sais par exemple, parfois moi quand je veux acheter des tissus, j'achète des tissus Ecotex qui sont donc un label de tissu durable. Donc on n'a pas détruit la nature, on a donné des salaires corrects, etc. Mais attention aussi pour le greenwashing. Et c'est quoi le greenwashing? Donc maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode de dire j'ai un produit vert, j'ai un produit écologique, j'ai un produit pure nature, etc. Attention parce qu'il y a certaines marques qui utilisent ça simplement pour faire une publicité et qui, quand on creuse un tout petit peu, ne sont pas si durables que ça. D'accord? Et donc ça on appelle ça le greenwashing. Donc, dire qu'on est un produit durable simplement pour le marketing, pour vendre encore plus de produits. Alors, avons-nous assez d'informations sur les vêtements, donc pour être durable? Non, pas du tout. C'est vraiment un secteur où on a très difficile à savoir ce qui se passe. Donc, le livre, il dit qu'on peut se renseigner sur le site www.achat.be. Mais donc, le grand problème pour les vêtements, c'est que ce sont des grands groupes internationaux qui possèdent les marques et ils détachent leurs marques de la fabrication. Ça veut dire quoi? Tu vas demander à monsieur Zara, donc la marque Zara par exemple, ou H&M, tu vas leur demander, mais est-ce qu'en fait les gens qui fabriquent vos vêtements, ils ont un salaire correct? Il va vous répondre, ah en fait on ne sait pas parce que nous avons une entreprise en Asie qui s'occupe de la fabrication et nous n'en savons rien. Nous ne sommes pas responsables pour la fabrication. Ça va? Donc, ils détachent les marques de la fabrication. Et donc, c'est un secteur qui est ce qu'on dit très opaque. Donc, on ne voit pas très clair. OK? Et donc, ces grands groupes internationaux qui possèdent maintenant presque toutes les marques, les profits sont pour les investisseurs et très souvent pas du tout pour les travailleurs. Donc ceux qui fabriquent les vêtements. Alors quel est notre choix si on veut bien faire? Ben, on peut faire des vêtements soi-même. On peut acheter de l'haute couture. Bon, très souvent c'est un peu trop cher. En tout cas, c'est mon cas, c'est un peu cher. Mais on peut aussi acheter deuxième main. Donc parfois il y a des gens qui achètent haute couture en deuxième main parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça, ce sont d'éventuelles 3 possibilités, 3 choix. Est-ce que tous les secteurs sont comme ça? Donc, est-ce que tous les secteurs sont si opaques ou pas du tout transparents? Non, pas du tout. Par exemple, au moins en Belgique, pour l'alimentation, il y a beaucoup de labels environnementaux, économiques et sociaux. Donc, il y a des produits que vous pouvez acheter. Par exemple, des produits équitables. Il y a même, je pense, une marque qui s'appelle équitable, quelque chose comme ça. Mais je sais que parfois, j'achète du café. Donc, ça veut dire que les travailleurs ont reçu un salaire correct. On a des produits fair trade. Je sais que parfois, j'achète du lait où il y a marqué dessus qu'il vient vraiment des vaches belges. Donc, il y a des labels. Et donc là aussi, voilà, c'est beaucoup plus facile. Je peux faire de sorte d'acheter belge, local. Voilà. Alors, il y a un site apparemment, www.lecliclocal.be, où apparemment, on peut trouver beaucoup de produits locaux. Et alors, une dernière question que je vous pose. Comment peut-on calculer son empreinte écologique? Ben déjà, une empreinte écologique, c'est donc mon impact sur l'écologie, sur la nature. D'accord? Et comment on peut la calculer? Cette empreinte, ben, il y a un site. Et voilà, j'ai marqué ici le site. Voilà, donc, vous le voyez là. Voilà, et donc vous pouvez calculer. Si vous voulez le dossier,
vous pouvez me le demander, mais vous pouvez aussi seulement étudier en écoutant plusieurs fois la vidéo. Voilà, bonne chance!